Le plat à gratin s'est brisé sur le sol de la cuisine. Les crevettes et le gruau, la recette de sa mère décédée, se sont répandus sur le marbre italien. Derrière elle, la voix de son mari était calme. Trop calme. Nous devons parler du divorce. Elle était enceinte de 7 mois. Sa mère avait été enterrée 3 semaines auparavant, et l'homme qu'elle aimait venait de lui remettre les papiers du divorce dans leur propre cuisine. Mais voici ce qui rend cette histoire différente de toutes les trahisons dont vous avez entendu parler. L'autre femme, c'était sa meilleure amie. La femme qui lui avait tenu la main lors des funérailles. La femme qui avait pleuré sur son épaule et lui avait murmuré « Je suis là pour toi, Vivi, toujours ». Cette même femme couchait avec son mari depuis 14 mois, et ils avaient planifié cela ensemble, attendant que sa mère meure pour passer à l'action. Il l'a traitée de moins que rien, a dit qu'elle ne se battrait pas, lui a proposé un studio et 12 000 $ par mois de la part d'un homme qui valait 800 millions de dollars. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que sa mère, une humble professeure de piano, qui collectionnait les coupons de réduction et conduisait une voiture vieille de 15 ans, avait secrètement amassé 4,2 milliards de dollars. Et elle a laissé chaque centime à sa fille enceinte. Voici l'histoire d'une femme qui a tout perdu en une nuit. Son mari, sa meilleure amie, sa dignité, et qui a découvert qu'elle était milliardaire depuis toujours. Mais le véritable héritage n'était pas l'argent. C'était quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever. Restez avec moi. Cette histoire vous marquera longtemps après qu'elle se soit terminée. La leçon et le sens. Cette histoire véhicule une vérité que toutes les femmes ont besoin d'entendre. Votre valeur n'a jamais été déterminée par la personne qui vous a quitté. Elle n'a jamais été mesurée par la bague à votre doigt ou le nom sur votre boîte aux lettres. Parfois, les personnes les plus proches de vous vous trahiront. Parfois, la personne en qui vous aviez le plus confiance sera celle qui brandira le couteau. Mais la trahison ne vous définit pas. C'est la façon dont vous vous en relevez qui vous définit. Eleanor Calloway a élevé sa fille sans rien. Elle l'a fait exprès, car elle savait qu'une femme qui apprend à connaître sa propre force dans l'obscurité n'aura jamais peur de la lumière. Cette histoire s'adresse à toutes les femmes qui ont déjà été traitées de personnes, qui ont déjà été sous-estimées, qui s'est déjà assise sur le sol de sa cuisine pour ramasser les morceaux brisés, en se demandant si elle se sentirait un jour à nouveau entière. Vous n'avez jamais été insignifiante. Vous ne saviez simplement pas à quel point vous étiez grande. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette colère, cette rage, cet espoir, alors vous êtes exactement celle pour qui cette chaîne a été créée. Nous racontons des histoires de femmes qui refusent de rester brisées, des femmes qui se relèvent, des femmes qui se souviennent qui elles sont. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà découvert votre propre force dans les moments les plus sombres? Je lis chaque commentaire et vos histoires inspirent celles que nous raconterons ensuite. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, regardez la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran. Je l'ai choisie spécialement pour vous. Maintenant, commençons. Le plat à gratin glissa des mains de Vivian et se brisa sur le sol de la cuisine. Derrière elle, la voix de Grant était calme. Trop calme. Nous devons parler du divorce. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée. Divorce, elle se tenait là, dans la cuisine de leur penthouse de Manhattan, pieds nus, enceinte de 7 mois, vêtue du cardigan de sa mère décédée. Les crevettes et le gruau, la recette d'Eleanor, la dernière que sa mère lui avait apprise, étaient éparpillées sur le marbre italien. De la vapeur s'élevait encore du désordre. 3 semaines, c'était tout. 3 semaines depuis qu'ils avaient mis sa mère en terre. 3 semaines depuis que Vivian s'était tenue dans un cimetière en Virginie, serrant une seule rose blanche dans sa main, tandis que Grant vérifiait son téléphone derrière son dos. Elle s'était dit qu'il était simplement mauvais dans le deuil. Certains hommes l'étaient. Certains hommes ne savaient pas comment gérer la tristesse. Elle se retourna lentement. Grant se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un costume gris anthracite. Sa cravate était défaite. Sa mâchoire était crispée, comme toujours lorsqu'il prenait une décision sans la consulter. Sur le comptoir entre eux, il posa une enveloppe en papier craft épaisse. Officielle, le genre d'enveloppe qui change le cours d'une vie. « C'est mieux pour nous deux, dit-il. »
Vivien regarda l'enveloppe, puis la casserole sur le sol, puis son mari depuis 23 mois, l'homme qui lui avait demandé sa main un mardi entre deux réunions dans son bureau. Elle avait pensé que c'était spontané, voire romantique, un homme si occupé à bâtir un empire qu'il ne pouvait pas attendre le week-end pour lui demander de devenir sa femme. Maintenant, elle voyait les choses différemment. Un homme qui planifiait l'amour comme une conférence téléphonique. Pourquoi? Demanda-t-elle. Sa voix était plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Elle détestait cela. Elle détestait la façon dont sa gorge se serrait autour du mot, le transformant en quelque chose de fragile, de cassable, comme le plat sur le sol. Grant passa la main dans ses cheveux, comme s'il s'était entraîné. Elle le savait, car il le faisait de la même manière qu'avant les présentations aux investisseurs. Ce geste désinvolte qui n'avait rien de désinvolte. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, Vivienne. Tu le sais, j'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon univers. Quelqu'un qui comprenne la vie que je suis en train de construire. Je suis ta femme. Je porte ton enfant. Et je prendrai soin de vous deux. Je t'ai déjà trouvé un logement, un studio dans l'Upper West Side. Il est sympa. Il te plaira. Un studio. Il lui avait déjà trouvé un studio, ce qui signifiait que ce n'était pas une conversation. C'était un avis d'expulsion déguisé en discussion. Elle remarqua alors des détails, des petits détails que son cerveau avait enregistrés pendant des mois sans le lui dire. Son col. Il y avait du parfum sur son col, et ce n'était pas le sien. Elle portait de la vanille. Celui-ci était plus intense, floral et coûteux. Son téléphone vibra sur le comptoir. Il le retourna sans le regarder. Rapide. Trop rapide. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Demanda-t-elle. Grant serra les mâchoires. Son regard se déplaça vers la gauche. Juste une seconde, juste assez. Ce n'est pas ça, dit-il. Mais ses yeux avaient déjà répondu. Elle savait comment il regardait quand il mentait. Elle avait étudié ce visage pendant 2 ans. La façon dont son regard dérivait vers la gauche quand la vérité était quelque chose qu'il préférait réinventer. La façon dont ses narines se dilataient si légèrement qu'on ne le remarquait pas, à moins d'être la femme qui dormait à ses côtés chaque nuit. Elle s'agenouilla, non pas pour supplier, ni pour implorer. Elle s'agenouilla et commença à ramasser les morceaux cassés du plat à gratin. Un mariage de porcelaine, la même chose brisée sur un sol coûteux. Elle ramassa les morceaux avec précaution, les recueillant dans ses paumes, les pressant les uns contre les autres, comme s'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre se recomposer en un tout. Le bébé donna un coup de pied violent juste sous ses côtes, comme pour dire « Je suis toujours là, même s'il n'est plus là ». Grant l'observa un instant, puis redressa sa cravate. « Je te laisse le week-end, dit-il, pour digérer la nouvelle, pour faire tes valises. » Il sortit. Ses chaussures claquaient sur le marbre. La porte d'entrée s'ouvrit, se referma, la serrure tourna, et Vivian se retrouva seule dans un penthouse qui ne lui avait jamais semblé être un foyer. Elle resta longtemps assise sur le sol de la cuisine. Son ventre de femme enceinte appuyait contre ses cuisses. Un morceau de porcelaine reposait dans sa paume, lisse d'un côté, dentelé de l'autre. Elle sentait les grains séchés sur le marbre sous elle. Elle pouvait sentir l'odeur des crevettes, du beurre et de l'assaisonnement Old Bay se mélanger à celle de la bougie à la lavande qu'elle avait allumée plus tôt. Le parfum de sa mère, la lavande, toujours la lavande. Son téléphone sonna. Elle regarda l'écran. Delaney Archer, sa meilleure amie depuis sa première année à l'Université de Virginie. La femme qui lui avait retenu les cheveux après qu'elle ait bu trop de margaritas pour ses 21 ans. La femme qui avait pleuré à son mariage. La femme qui s'était assise à ses côtés dans la chambre d'hôpital lorsque le cœur d'Eleanor s'était arrêté. « Salut chérie », dit la voix de Delaney dans le haut-parleur. Chaleureuse, familière, inquiète. « Comment ça va? Tu veux que je passe? » Vivian faillit dire oui. Elle faillit ouvrir la bouche et laisser les mots sortir comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. « Oui, viens, apporte du vin, apporte du chocolat, apporte ton épaule, ton rire et ta capacité à rendre tout supportable. Presque. Mais quelque chose l'en empêcha. Quelque chose dans le timing. Quelque chose dans le fait que l'appel de Delaney arriva exactement 11 minutes après que Grant eut franchi la porte. Comme si elle avait attendu. Comme si elle savait. Peut-être, dit Vivian. J'y réfléchirai. Elle raccrocha, posait le téléphone sur le sol à côté d'elle, appuyait sa paume contre son ventre, où le bébé faisait des culbutes. « C'est toi et moi maintenant, petit.
murmura-t-elle. Elle ne le savait pas encore. Elle ne pouvait pas le savoir. Mais l'appel téléphonique auquel elle avait failli répondre aurait été la partie la plus cruelle de toutes. Le matin arriva, qu'elle le veuille ou non. Vivian n'avait pas dormi. Elle avait quitté le sol de la cuisine pour la chambre d'enfant vers minuit, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La pièce était d'un jaune pâle, doux. Elle l'avait peinte elle-même, 5 couches en un week-end, pendant que Grant était à Chicago pour conclure un marché. Le berceau était placé sous la fenêtre, assemblé de ses propres mains à l'aide d'un tutoriel YouTube, car Grant avait dit qu'il demanderait à quelqu'un de le faire, mais ne l'avait jamais fait. Elle s'était assise dans le fauteuil à bascule qu'elle avait acheté dans un marché aux puces de Brooklyn. Il grinçait lorsqu'elle se penchait en arrière. Un son familier, un son rassurant. Elle se balançait et repassait la conversation dans sa tête. Chaque mot, chaque pause, chaque geste répété. 23 mois de mariage. Il lui avait fait sa demande un mardi. Qui fait sa demande un mardi? Un homme qui coche une case, un homme qui inscrit une épouse dans son agenda, entre un déjeuner avec des investisseurs et un goûter à 16 heures. Elle prit son téléphone et fit défiler les contacts jusqu'à celui de sa mère. Et Eleanor Calloway. Elle appuya sur la touche « Appeler » avant de pouvoir s'en empêcher. La sonnerie retentit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. « Vous êtes chez Eleanor. Laissez un message sympa. » La voix de sa mère, chaude comme du pain, régulière comme la pluie. Vive raccrocha, appuya à nouveau sur « Appeler » juste pour l'entendre une fois de plus. « Vous êtes chez Eleanor. Laissez un message sympa. » Elle serra le téléphone contre sa poitrine, ferma les yeux. Le bébé donna un petit coup de pied, comme pour la réconforter de l'intérieur. À 9 heures, elle avait pris une décision. Pas une décision importante. Pas le genre de décision qui change tout, juste le genre de décision qu'une femme prend lorsque le sol s'ouvre sous ses pieds et qu'elle a besoin de comprendre pourquoi. L'iPad de Grant était posé sur le comptoir de la cuisine. Il l'avait laissé là, par négligence. Ou peut-être pensait-il simplement qu'elle ne le regarderait pas. C'était tout Grant. Il la sous-estimait. Il l'avait toujours sous-estimée. C'était le fondement même de leur relation. Il était convaincu qu'elle était trop douce, trop reconnaissante, trop naïve pour le remettre en question. Elle connaissait son mot de passe, la date de leur mariage, le 14 octobre. Ironique, elle le tapa. L'écran se déverrouilla. Elle ouvrit ses messages. Le nom en haut de la liste lui donna un coup au cœur. Delaney. Pas Delaney Archer, juste Delaney, avec un emoji en forme de cœur rouge à côté du nom. Le genre d'intimité décontractée qui prend des mois à construire. Une fille défiler jusqu'au début de la conversation. Ses mains étaient fermes. Sa respiration, non. Les messages avaient commencé il y a 14 mois. Pas quelques semaines, pas quelques mois. 14 mois avant leur anniversaire de mariage, avant la grossesse, avant qu'Eleanor ne tombe malade, avant tout. Il y avait des petits noms, bébé, Dee, ma chérie. Il y avait des projets, des dîners, des chambres d'hôtel, des week-ends où Grant disait à Vivienne qu'il avait des affaires à Dallas ou des réunions à Boston. Il y avait des photos. Delaney en lingerie posant dans ce que Vivienne reconnut comme étant le bureau d'angle de Grant. Celui avec vue sur Central Park. Celui où il lui avait demandé sa main ce mardi-là. Elle continua à faire défiler les messages. Ceux-ci empiraient. L'un d'eux, envoyé par Delaney, était daté du jour des funérailles d'Eleanor. Le jour où Vivienne se tenait dans un cimetière en Virginie, les larmes coulant sur son visage, le bras de sa meilleure amie autour de ses épaules, devant le cercueil de sa mère recouvert de terre. « Combien de temps devons-nous encore faire semblant ?» avait écrit Delaney. « J'en ai assez d'être son épaule sur laquelle pleurer. » La réponse de Grant arriva 3 minutes plus tard. « Bientôt, laisse-la faire son deuil, puis nous passerons à autre chose. » Comme si Vivienne était un meuble à déplacer, comme si son chagrin était un inconvénient à supporter jusqu'à ce qu'il devienne acceptable de la jeter. Elle n'était pas folle, elle savait que quelque chose n'allait pas, elle le savait, les nuits tardives, les dîners distraits, la façon dont il sursautait lorsqu'elle tendait la main vers son téléphone, la façon dont il avait cessé de prononcer son nom pendant leurs moments intimes, la façon dont Delaney semblait toujours connaître l'emploi du temps de Grant. Elle savait. Quelque part sous la surface, là où réside l'instinct, elle savait. Elle continua à faire défiler les projets, les petits noms et les photos, les mensonges et les détails logistiques de la trahison.
Puis elle trouva les messages concernant le bébé. Les mots de Grant. Les mots de Grant tapés dans les bulles grises d'un SMS. Elle peut avoir la garde. Je ne veux pas que cet enfant complique les choses. La réponse de Delaney. Un emoji qui rit. Un emoji qui rit. Sa meilleure amie, son enfant à naître. Un emoji qui rit. Vivian. Les mains de Vivienne tremblaient tellement que l'iPad lui glissa des doigts. Elle le rattrapa contre son ventre. Le bébé donna un grand coup de pied à l'endroit où l'iPad appuyait contre sa peau. Comme si l'enfant savait déjà. Comme si l'enfant se battait déjà. Elle verrouilla l'iPad, le déverrouilla, le verrouilla, le déverrouilla. Comme si les messages pouvaient se réorganiser en quelque chose de supportable. Comme si elle pouvait faire défiler une fois de plus et trouver une version différente. Une version où son mari l'aimait. Une version où sa meilleure amie était réellement sa meilleure amie. Une version où l'emoji rieur concernait autre chose. N'importe quoi d'autre. Mais les mots ne changeront pas. Ils ne changent jamais. Elle appela Delaney, non pas pour la confronter. Elle n'était pas prête pour cela. Elle appela parce qu'elle avait besoin d'entendre sa voix. Elle avait besoin de la comparer à ce qu'elle savait désormais. Elle avait besoin de comprendre comment une personne pouvait avoir une voix si chaleureuse tout en étant si froide. « Salut Viv, je pensais justement à toi. Tu ne devrais pas être seule en ce moment. Viens chez moi. Je vais préparer la chambre d'amis. On regardera ces films horribles que tu adores et on mangera de la glace directement dans le pot. » Chaque mot était désormais un couteau. Chacun était placé avec précision. L'inquiétude dans la voix de Delaney, la chaleur, la familiarité. Tout cela n'était qu'une comédie. Une comédie digne d'un Oscar de la part d'une femme qui couchait avec le mari de Vivienne depuis plus d'1 an tout en lui tenant de la main lors du décès de sa mère. « Peut-être, » répondit Vivienne. « Je vais y réfléchir. » Les mêmes mots que la veille, mais cette fois-ci, ils avaient un goût différent. Cette fois-ci, ils avaient le goût d'une porte qui se refermait. Elle raccrocha, se rendit à la salle de bain, agrippa les bords du lavabo et vomit. Ce n'était pas des nausées matinales. Elle avait dépassé ce stade. C'était tout autre chose. C'était la réaction physique à la découverte que toutes les personnes en qui elle avait confiance lui avaient menti en face. La maladie de la vérité. C'était ça. Son corps rejetait le poison qu'il avait avalé pendant 14 mois. Elle se rinça la bouche, se regarda dans le miroir. 30 ans, enceinte de 7 mois, des cernes sous les yeux. Le cardigan de sa mère pendait sur ses épaules. Elle ne ressemblait pas à une femme dont le monde venait de s'écrouler. Elle avait l'air fatiguée. Elle ressemblait à quelqu'un qui était fatigué depuis très longtemps et qui venait seulement de s'en rendre compte. Le pire message ne concernait pas la liaison. Il ne concernait pas les chambres d'hôtel, les photos en lingerie ou les petits noms. Le pire message concernait son bébé, son enfant, la vie qui grandissait en elle et qu'elle aimait déjà plus que tout au monde. Un emoji qui rit. C'était tout ce que valait son bébé à leurs yeux. Elle pressa ses mains contre son ventre, sentit le bébé bouger, sentit sa chaleur, son poids et le miracle impossible qu'il représentait. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation. » Puis elle se redressa, s'aspergea le visage d'eau et s'essuya les mains avec la serviette qui portait encore les initiales de Grant. Elle avait du travail à faire. L'iPad renfermait plus de secrets qu'elle ne l'avait imaginé. Vivienne avait passé la nuit à lire. Peu les romans d'amour qu'elle gardait sur sa table de chevet, ni les livres pour bébé empilés à côté du berceau. Elle avait passé la nuit à lire les traces numériques de la trahison de son mari. Et ce qu'elle avait découvert aux petites heures du matin avait tout changé. Un dossier intitulé « Révision du contrat prénuptial » caché dans l'application de messagerie électronique de Grant. Il contenait des messages échangés entre Grant et son avocat, un homme nommé Douglas Keller, travaillant dans un cabinet de Park Avenue. La conversation remontait à juste après le mariage. Douglas avait écrit « Grant, le contrat prénuptial n'a jamais été correctement déposé auprès du tribunal. Nous devons rectifier cela immédiatement. Sans dépôt valide, le contrat n'est pas applicable. » La réponse de Grant « Je m'en occupe. » Douglas avait renvoyé un message 2 mois plus tard. « Grant, c'est urgent. Le contrat prénuptial n'a toujours pas été déposé. Si ce problème n'est pas réglé, Vivien aura droit à un partage équitable en vertu de la loi de New York. » Grant avait répondu « Elle n'est personne, elle ne se battra pas. Laisse tomber. Elle n'est personne, elle ne se battra pas. »
Vivienne avait lu ces mots 3 fois. À chaque fois, ils l'avaient blessée différemment. La première fois, elles l'ont surprise. La deuxième fois, elle a pris conscience de la situation. La troisième fois, elles ont été comme une étincelle qui a enflammé une passion qu'elle ne se connaissait pas. Sans contrat prénuptial valide, elle avait droit à la moitié de la succession de Grant. 800 millions de dollars. Ses avocats l'avaient avertie à 2 reprises, mais ils les avaient ignorés, car elle n'était personne, car elle ne se battrait pas. Son arrogance était son point faible, et elle apprenait que c'est dans les points faibles que tout se cache. Il y avait plus. Une autre série d'emails entre Grant et sa mère, Celeste Whitmore. Celeste, qui n'avait jamais invité Vivienne à l'appeler par son prénom. Celeste, qui lui avait offert pour Noël un peignoir brodé des initiales de Grant, pas les siennes. Celeste, qui regardait Vivian comme on regarde une tache sur une nappe. Delaney vient d'une bonne famille, avait écrit Celeste. Cela aurait dû être le mariage idéal dès le début. Mettez fin à tout cela discrètement. La réponse de Grant, je m'en occupe. Elle prendra le studio et sera reconnaissante, Omasta. Reconnaissante comme si la dignité était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Comme si elle devait le remercier pour le privilège d'être rejetée. Vivienne ferma l'iPad, le posa sur le comptoir, se dirigea vers la chambre d'enfant et s'assit dans le fauteuil à bascule. L'album de mariage se trouvait sur l'étagère à côté du berceau. Elle le prit, lourd, relié en cuir, le genre d'album qui coûte plus cher que le loyer de certaines personnes. Elle l'ouvrit. La première photo, elle et Delaney à l'université, en première année, partageant une chambre de la taille d'un placard. Elles avaient rapproché leur lit dès la première semaine parce que Delaney avait peur des orages. Elles s'étaient promis, à moitié ivres de vin bon marché, pendant leur 2e année, qu'elles seraient chacune la demoiselle d'honneur de l'autre. Quoi qu'il arrive, promesse solennelle scellée par le sang. Le genre de promesse qui semble sacrée quand on a 20 ans et qu'on ne sait pas encore ce que le monde fait des promesses. Elle tourna la page. La demande en mariage de Grant. La photo avait été prise par son assistante Vivienne, à genoux. Non, Grant à genoux. Dans son bureau, entre 2 réunions, elle portait un jean et un chemisier qu'elle avait acheté en solde. Il portait un costume qui coûtait plus cher que sa voiture. Elle avait pensé que c'était spontané. Elle avait raconté l'histoire à tout le monde. Il ne pouvait tout simplement pas attendre. Il m'a entraîné dans son bureau et s'est mis à genoux. Elle avait ri chaque fois qu'elle racontait cette histoire. Elle ne riait plus maintenant, oh maman. Maintenant, elle voyait les choses telles qu'elles étaient. Un événement programmé, une case à cocher, une demande en mariage, un mardi de la part d'un homme qui traitait l'amour comme une transaction. Une autre page, sa mère au mariage. Elle est née dans une simple robe bleue qu'elle avait cousue elle-même, debout à côté du gâteau, souriante. Mais ses yeux, vivants, pouvaient le voir maintenant sur la photo, ce qu'elle n'avait pas remarqué en personne. Les yeux de sa mère reflétaient en quelque chose de prudent, d'inquiétant. L'avertissement discret d'Eleanor lui revint à l'esprit. Elle se trouvait dans les toilettes de l'église 5 minutes avant la cérémonie. Eleanor avait redressé le voile de Vivienne et lui avait dit « Il aime ce que tu lui donnes, Vivienne. Assure-toi qu'il aime qui tu es. » Elle n'avait pas compris à ce moment-là. Elle comprenait maintenant. La dernière photo qu'elle regarda était celle du toast de Delaney lors de la réception, debout dans une robe verte, une coupe de champagne à la main, le mascara légèrement coulé à cause des larmes. À ma meilleure amie, Delaney avait dit « Qui mérite le monde ?» La salle avait ri et applaudi, mais sur la photo, les yeux de Delaney n'étaient pas posés sur Vivienne. Ils étaient fixés sur Grant pendant 1 seconde, juste assez longtemps pour avoir un sens. Et Grant la regardait en retour. Vivienne ferma l'album et le remit sur l'étagère. Elle n'en aurait plus besoin. Elle avait besoin de respirer. C'était tout. Juste respirer. Elle se dirigea vers la salle de bain, ouvrit le robinet et remplit la baignoire d'eau chaude. Puis elle s'y glissa tout habillée, avec le cardigan de sa mère, sa robe de maternité, tout. Elle s'enfonça jusqu'à ce que l'eau atteigne son menton, la sentit imprégner le tissu, lourde et chaude, contre sa peau. Elle fit flotter ses mains sur son ventre. Le bébé se retourna lentement, paisiblement, inconscient de tout ce qui se passait au-dessus de la ligne d'air. « C'est toi et moi maintenant, mon petit », murmura-t-elle. « C'est toi et moi. » Elle resta là pendant 20 minutes. Pas de pleurs, pas de cris, juste sa respiration.
Seulement le bruit de l'eau et le rythme tranquille d'un bébé qui se retournait dans la chaleur. Quand elle sortit enfin, elle dégoulinait sur le sol en marbre, mettant en désordre la salle de bain immaculée de Grant. Elle s'en moquait. Elle s'enveloppa dans une serviette et se dirigea vers le hall d'entrée, laissant des traces de pas mouillées partout. La sonnette retentit. Un coursier se tenait dans le couloir, jeune, à peine âgé de 20 ans, tenant une épaisse enveloppe officielle provenant d'un cabinet d'avocats qu'elle ne reconnaissait pas. Hargrove, Price and Associates. Elle signa le bon de livraison, ferma la porte et resta là, dégoulinante, l'enveloppe dans les mains. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée à Vivian Calloway, héritière survivante d'Eleanor Hargrove Calloway. Hargrove, le nom de jeune fille de sa mère, le nom dont Eleanor ne parlait jamais, le nom qui n'apparaissait dans aucune de ses histoires. Ni dans celle où Eleanor avait rencontré le père de Vivian dans un club de jazz à Richmond, ni dans celle qui expliquait pourquoi elle était devenue professeure de piano, ni dans celle de l'appartement de 2 chambres en Virginie, où elle avait élevé Vivian grâce à son salaire de professeur de piano et un jardin rempli de tomates. La lettre lui demandait d'être présente pour la lecture de l'inventaire complet de la succession de sa mère. Elle utilisait des mots que Vivian ne comprenait pas. Participation substantielle, participation majoritaire, disposition fiduciaire, responsabilité fiduciaire. Elle faillit la jeter. Encore un document juridique. Encore un homme en costume qui essayait de lui prendre quelque chose ou de lui donner quelque chose qu'elle n'avait pas demandé, mais le nom l'arrêta. Hargrove. Il y avait quelque chose à propos de ce nom, quelque chose de lourd, quelque chose qui ressemblait à une porte verrouillée devant laquelle elle était passée toute sa vie sans savoir qu'il y avait une pièce de l'autre côté. Elle posa l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine, juste à côté des papiers du divorce. 2 enveloppes, l'une provenant de l'homme qui voulait l'effacer, l'autre de la mère qui, semblait-il, lui avait caché tout un monde. Elle ne l'ouvrit pas. Pas encore. Elle devait choisir entre sa fierté et sa sécurité, sa dignité et l'avenir de son bébé. Les deux lui semblaient impossibles à sacrifier. Les deux lui semblaient impossibles à conserver. Elle se tenait dans la cuisine, son cardigan mouillé dégoulinant sur le sol, et fixait les 2 enveloppes. Le contrat prénuptial qui était censé la laisser sans rien n'avait jamais été enregistré. Et l'enveloppe des avocats de sa mère décédée pourrait tout changer. Mais pas ce soir. Ce soir, elle n'était qu'une femme debout dans une flaque d'eau qu'elle avait elle-même créée, enceinte de 7 mois, essayant de se rappeler comment respirer. Elle appela le cabinet d'avocats le lendemain matin. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle composait le numéro imprimé sur l'entête. Elle s'attendait à entendre une réceptionniste, une voix froide et automatisée, la machine habituelle de la bureaucratie juridique. Au lieu de cela, un homme répondit à la 2e sonnerie. Sa voix était chaleureuse, posée, le genre de voix qui appartenait à quelqu'un qui avait tout le temps du monde et qui voulait que vous le sachiez. « Malcolm Price, dit-il, je m'appelle Vivian Calloway. J'ai reçu une lettre concernant la succession de ma mère. » Une pause, pas gênante, plutôt comme celle d'un homme qui choisit soigneusement ses mots, comme un médecin avant d'annoncer une nouvelle qui va bouleverser une vie. « Vivian, j'espérais que vous m'appelleriez. Votre mère parlait souvent de vous. Elle était très fière de vous. Vous connaissiez ma mère depuis plus de 30 ans. C'était une femme remarquable. Puis-je vous demander si Eleanor vous a déjà parlé de la famille Harrow? » Vivian Ann s'assit sur le bord de son lit. Le matelas craqua sous son poids. À travers la fenêtre, Manhattan scintillait dans la lumière du matin. Indifférente, belle, cruelle. « Non, répondit-elle. Ma mère était professeure de piano. Elle vivait dans un appartement de 2 chambres en Virginie. Elle conduisait une berline vieille de 15 ans. Elle découpait les coupons dans le journal du dimanche. Elle faisait de la soupe avec les restes de légumes. Elle n'a jamais mentionné aucune famille Hargrove. » Malcolm Price resta silencieux pendant un moment. Puis il parla et ses paroles démantelèrent tout ce que Vivian pensait savoir de sa propre vie. « Ta mère était la fille aînée de Franklin Hargrove, fondateur de Hargrove Industrial, l'une des plus grandes sociétés privées du sud-est des États-Unis. Elle a quitté sa famille à 22 ans, a changé de nom, a épousé ton père, a choisi une vie différente, mais elle n'a jamais renoncé à son héritage. » Vivian s'assit brusquement. La pièce se mit à tourner. Le bébé donna un coup de pied. Pendant un instant, elle ne sut pas si le vertige était dû à la nouvelle ou à l'enfant qui appuyait contre son diaphragme. «
Je ne comprends pas, dit-elle. Ta mère a conservé sa participation dans Harrow Industrial grâce à une fiducie soigneusement structurée. Elle l'a augmentée au fil des ans grâce à des investissements stratégiques gérés par son frère Theodore Hargrove. Elle a également créé une fondation pour l'éducation musicale dans les communautés rurales. Tout cela a été fait discrètement, délibérément. Votre mère était peut-être la personne la plus discrète et la plus riche que j'ai jamais eu le privilège de représenter. Combien? Demanda Vivien. La question semblait absurde, comme demander quelle est la profondeur de l'océan alors que l'on se tient sur la plage, les orteils dans l'écume. La valeur totale de la succession est estimée à environ 4,2 milliards de dollars. Ce chiffre ne lui disait rien. Il résonnait dans ses oreilles comme un mot étranger. 4,2 milliards. 4,2 milliards de dollars, sa mère. La femme qui raccommodait ses jeans avec des morceaux de vieux rideaux. La femme qui travaillait 10 heures par jour à enseigner le piano à des enfants qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un Steinway. La femme qui pleurait lorsque Vivienne obtint une bourse complète pour l'Université de Virginie, car désormais, elle n'aurait plus à s'inquiéter. 4,2 milliards de dollars. La première réaction de Vivienne P. ne fut ni la joie, ni le soulagement, ni même la surprise. Ce fut la colère. « Il ne m'en a jamais parlé, » dit-elle. Sa voix était tendue, maîtrisée, comme un barrage retenant l'eau, stable jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Toute ma vie, j'ai eu 2 emplois pendant mes études universitaires. Je portais des vêtements d'occasion. Je mangeais des ramen 4 soirs par semaine. Elle m'a vu lutter et elle n'a jamais dit un mot. Elle voulait que tu saches qui tu étais sans l'argent, a dit Malcolm doucement. Elle avait vu ce que cela avait fait à sa famille. Son père utilisait la richesse comme une arme. Son frère Theodore est devenu ce que l'argent a fait de lui. Eleanor voulait quelque chose de différent pour toi. Elle voulait que tu aies des bases qui ne puissent être achetées ou prises. Elle avait prévu de me le dire. Elle l'a fait. Elle travaillait sur un calendrier après la naissance du bébé. Elle t'a écrit une lettre. Elle se trouve dans les documents successoraux. Veux-tu que je te la lise ou préfères-tu la lire toi-même? Envoie-la-moi, dit Vivien. S'il te plaît. La lettre est arrivée par email 20 minutes plus tard. Vivien s'est assise dans sa chambre d'enfant pour la lire. Les murs jaunes pâles, le berceau qu'elle avait assemblé elle-même, le fauteuil à bascule qui grinçait lorsqu'elle s'y adossait. Elle ouvrit l'email et cliqua sur la pièce jointe. L'écriture de sa mère apparut à l'écran. Un document scanné, écrit dans la calligraphie soignée qu'Eleanor utilisait pour les choses importantes. Carte d'anniversaire, autorisation parentale, liste de courses pour le dîner de Thanksgiving. « Ma chère Vivien », commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et je suis désolé de ne jamais te l'avoir dit en face. J'ai quitté le nom Harrove parce que l'argent rendait les gens cruels. Ton grand-père, ton oncle, ils mesuraient l'amour et l'influence. Je voulais que tu grandisses en sachant que ta valeur ne se mesurait pas en chiffres. Mais cet argent est à toi maintenant. Utilise-le pour être libre. Utilise-le pour être gentille. Et si jamais quelqu'un te fait te sentir petite, ce n'est ton âme. Dans le chat, souviens-toi que tu n'as jamais été petite. Tu ne savais tout simplement pas à quel point tu étais grande. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Vivien l'a lu une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, plus lentement, laissant chaque mot s'imprégner à l'endroit où il devait aller. Elle pleura pour la première fois depuis des funérailles. Pas les pleurs polis qu'elle avait versés au cimetière, en s'essuyant les yeux avec un mouchoir pendant que Grant consultait son téléphone, ni le regard vide et les yeux secs qu'elle avait affichés depuis lors. Elle pleura à chaudes larmes, ouvertement. Le genre de pleurs qui viennent du fond des poumons, qui secouent tout le corps et qui ressemblent au cri d'un animal qui souffre. Elle pleura pour sa mère, pour la femme qui l'aimait suffisamment pour la laisser se débattre, qui l'aimait suffisamment pour lui laisser tout ce qu'elle possédait, qui avait préféré la pauvreté au poison et avait donné à sa fille la seule chose que l'argent ne peut, la connaissance de qui elle était sans cela. Elle plia la lettre le long de ses plis d'origine, la pressa contre sa poitrine, se balança d'avant en arrière comme sa mère avait l'habitude de le faire pendant les orages, comme elle le ferait bientôt avec sa propre fille. D'avant en arrière, jusqu'à ce que les pleurs cessent et que le silence soit chaleureux plutôt que vide. Ma mère ne m'a pas caché cela pour me faire du mal. Elle l'a caché parce qu'elle aimait ce que je devenais. Le bébé donna un coup de pied. Vivien rit à travers ses larmes. Un son humide et saccadé,
mi-sanglot, mi-joie. Elle pressa ses mains contre son ventre. « Ta grand-mère, murmura-t-elle, était la femme la plus extraordinaire qui ait jamais existé. Et elle nous a tout laissé comme déchets. Tout. Elle est restée assise là pendant longtemps, se balançant, respirant, sentant le poids impossible de 2 milliards de dollars s'abattre sur ses épaules, comme un manteau dont elle ignorait l'existence. Puis elle a pris son téléphone et a rappelé Malcolm Price. « Malcolm, a-t-elle dit, je veux que tu gardes cela strictement confidentiel. Pas d'annonce, pas de presse, pas de contact avec mon mari ou ses avocats. Bien sûr. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que je veux voir qui sont vraiment les gens quand ils pensent que je n'ai rien. » Il y eut un silence. Puis Malcolm rit, d'un rire discret et respectueux. Le rire d'un homme qui venait de reconnaître la fille d'Eleanor Harrow. « Votre mère, dit-il, serait très fière. » Grant appela le jeudi matin. Il était professionnel et efficace, comme lorsqu'il parlait aux entrepreneurs, aux services de nettoyage et à toute autre personne qu'il considérait comme indigne de son attention. « Je veux que vous partiez avant vendredi, dit-il. J'ai une invitée qui emménage ce week-end. » Un invité? Il n'avait même pas le courage de prononcer son nom. Il n'avait même pas la dignité d'être honnête. Un invité. « J'ai prévu 12 000 $ par mois et une aide temporaire, a-t-il poursuivi. C'est généreux compte tenu des circonstances. Mon avocat vous enverra les documents. 122 000 $ par mois de la part d'un homme qui vaut 800 millions. Le calcul était presque drôle. C'était comme un roi jetant une pièce de cuivre à un mendiant et attendant de la gratitude. « Très bien, dit Vivien. Je serai parti vendredi. »« Bien. Je suis content que nous puissions nous comporter en adultes. »« En adulte? Comme si l'adultère et l'abandon étaient des signes de maturité. Comme si abandonner sa femme enceinte 3 semaines après les funérailles de sa mère était simplement une bonne décision. » Elle raccrocha, resta debout dans la cuisine, regarda l'appartement terrasse où elle avait vécu pendant près de 2 ans, les meubles qu'elle n'avait pas choisis, les œuvres d'art qu'elle ne comprenait pas, la vue sur Central Park qui ne lui avait jamais semblé lui appartenir. « Qu'il pense que je suis brisée, pensa-t-elle. Qu'il pense que je suis reconnaissante pour les miettes. Il ne sait pas que je pourrais acheter toute son entreprise et la transformer en parking, mais elle ne le ferait pas. Ce n'était pas ainsi que sa mère l'avait élevée. Eleanor Calloway n'avait pas appris à sa fille à détruire. Elle lui avait appris à construire, à planter, à jouer du Chopin, jusqu'à ce que la musique comble les espaces vides où résidait autrefois la douleur. Le vendredi arriva. Viv arriva à l'appartement terrasse à 10 heures du matin, avec une valise et aucune attente. Ce qu'elle découvrit était pire que tout ce qu'elle. Delaney était là, dans le penthouse, vêtu du peignoir de Vivian. Le peignoir en soie blanche avec des bordures en dentelle qu'Eleanor lui avait offert pour Noël 2 ans auparavant. Elle buvait du café dans la tasse de Vivian. La tasse en céramique bleue avec l'anse bréchée sur laquelle était inscrit « World's Okayest Mom », la maman la plus cool du monde. Un cadeau de sa collègue de l'association à but non lucratif où elle était bénévole avant sa grossesse. Son audace était stupéfiante. Pas seulement l'adultère, pas seulement les mensonges, mais aussi cette possession désinvolte. La façon dont Delaney se tenait dans la cuisine de Vivienne, vêtue de ses habits, buvant dans sa tasse, comme si elle avait déjà emménagé, comme si Vivienne était l'invitée. « Vivi, » dit Delaney. Elle posa la tasse et s'avança vers elle, les bras ouverts, la pose de l'étreinte, la posture réconfortante, la chorégraphie entre meilleurs amis qu'elles avaient exécutée 1000 fois. « Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je sais que cela doit être très difficile pour toi. » Les mots étaient parfaits. Le ton était impeccable. Si Vivienne n'avait pas lu les messages, elle les aurait peut-être crus. Elle se serait peut-être jetée dans ses bras, aurait pleuré sur son épaule et n'aurait jamais su que cette épaule appartenait à la femme qui couchait avec son mari et se moquait de son bébé. « Quand est-ce que ça a commencé ?» demanda Vivien. Sa voix était neutre, calme, un étang en hiver. Le visage de Delaney vacilla pendant une seconde. Une fissure dans la porcelaine, que veux-tu dire? Quand quoi? 14 mois. J'ai lu les messages. Delaney pâlit, puis elle reprit des couleurs, mais son visage était différent, plus dur. La transformation fut instantanée, comme si quelqu'un avait retiré un masque qu'il avait oublié de porter. « Très bien, dit Delaney. » Sa voix avait changé, elle aussi.
La chaleur s'évapora. Ce qui se cachait dessous était tranchant, sec et froid. Tu veux la vérité? Il n'a jamais vraiment été à toi. Nous avons établi un lien que tu ne pouvais pas atteindre. Je suis désolé que tu l'aies découvert de cette manière. Mais honnêtement, tu aurais dû le voir venir. Je méritais mieux que ça, dit Vivien. Ce n'était ni une question, ni une supplication, mais une constatation. Prononcée comme on dit que l'eau est mouillée ou que le ciel est bleu, je méritais mieux que vous deux. Grant entra. Il était dans la chambre, avait entendu la confrontation et entra dans la cuisine avec l'assurance d'un homme qui possède le bâtiment et tous ceux qui s'y trouvent. Ne rendons pas les choses difficiles. Vivien, dit-il. Vivien, son nom complet. Pas Vivi, pas Honey, pas même Hey, Vivienne. Une distance clinique, le nom que vous utilisez pour quelqu'un que vous éliminez de votre vie. Il se tenait à côté de Delaney, épaule contre épaule, un front uni, le mari et la meilleure amie debout ensemble dans la cuisine de Vivien, vêtus du peignoir de Vivienne, demandant à Vivienne de ne pas rendre les choses désagréables. Elle les regarda longuement, les observa, la façon dont ils se tenaient, la façon dont la main de Grant trouvait le creux du dos de Delaney, la façon dont Delaney se penchait vers lui, possessive et théâtrale. Ils ressemblaient à un couple, un vrai couple. Et c'était ce qui faisait le plus mal. Non pas que cela se produisait, mais que cela durait depuis si longtemps qu'ils étaient déjà à l'aise. Vivien fit une valise, elle laissa derrière elle les bijoux, les vêtements de marque, les chaussures qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de sa mère. Elle laissa derrière elle tout ce que Grant lui avait donné, car rien de tout cela ne lui appartenait vraiment. Rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu. Elle emporta 4 choses: le cardigan de sa mère, la première échographie du bébé, la poêle en fonte de l'Eleanor et la lettre de succession de Harold Price & Associates. Le portier, Roberto, se tenait près de l'ascenseur, les mains jointes. Il connaissait Vivien depuis 2 ans. Il avait porté ses courses, lui avait raconté des blagues dans un anglais approximatif pendant qu'elle attendait un taxi. Il avait l'air bouleversé. « Madame Whitmore, murmura-t-il, vous méritez mieux que ça. » Elle lui serra la main. « Je sais, Roberto, je le sais enfin. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Les chiffres défilèrent. 27, 26, 25. Chaque étage représentait une couche de la vie qu'elle laissait derrière elle. Lorsqu'elle arriva dans le hall, elle n'était plus la femme de Grant Whitmore. Elle était Vivian Calloway, la fille d'Eleanor, et elle en avait fini d'être insignifiante. Elle resta longtemps assise dans sa voiture dans le parking. Elle ne démarra pas, elle resta simplement assise, les mains sur le volant. Le cuir était frais contre ses paumes. Le bébé donnait des coups de pied contre la ceinture de sécurité. À travers le pare-brise, elle regardait les gens passer, des couples se tenant de la main, une femme poussant une poussette, un vieil homme promenant un petit chien, tous portant quelque chose d'invisible, tous avançant. Elle fit ce qu'elle faisait toujours lorsque le monde s'écroulait. Elle fit une valise, laissant derrière elle tout ce qui pouvait être remplacé, n'emportant que ce qui ne pouvait être acheté. Elle démarra la voiture, sortit du parking, s'inséra dans la circulation et roula vers le sud, en Virginie, jusqu'à l'appartement vide de sa mère, le seul endroit qui lui donnait encore l'impression d'être chez elle. L'appartement sentait la lavande et le polish pour meubles au citron. Vivian se tint dans l'embrasure de la porte et respira profondément. L'odeur était si forte, si immédiate, qu'elle crut pendant une seconde impossible que sa mère était encore en vie. Eleanor était dans la cuisine, fredonnant du Chopin, essuyant le comptoir avec le chiffon jaune qu'elle utilisait depuis que Vivian était enfant. Mais l'appartement était vide. Le silence le confirmait. Elle entra, ferma la porte derrière elle et posa sa valise près du porte-manteau. Le manteau d'Eleanor était toujours là, bleu marine, en laine, avec un bouton manquant au poignet gauche. Le piano était sous la fenêtre. Un piano droit Baldwin, pas très cher. Il n'était pas tape à l'œil, mais il avait le plus beau son que Vivian ait jamais entendu. Eleanor disait souvent que les pianos étaient comme les gens. Les plus beaux n'étaient pas toujours les meilleurs. Les meilleurs étaient ceux qui avaient été suffisamment joués pour trouver leur voix. La partition était toujours ouverte sur le pupitre. Nocturne de Chopin et mi bémol majeur. Opus 9, numéro 2, le morceau préféré de sa mère. Elle la jouait tous les soirs après le dîner. Les notes flottaient dans l'appartement comme une berceuse,
Et Vivien s'endormait au son de cette musique, convaincu que toute la musique venait des mains de sa mère. Les lunettes de lecture d'Eleanor étaient posées sur le comptoir de la cuisine, à côté d'un mot croisé à moitié terminé, le journal du mardi. Elle est morte un mercredi. Vivien parcourut toutes les pièces, toucha toutes les surfaces, la bibliothèque avec le dos craquelé de Pride and Prejudice. Le rebord de la fenêtre où Eleanor gardait des herbes et de petites pouilles, du basilic, du romarin, du thym, tous morts à présent, bruns et cassants. Personne ne les avait arrosés. Elle ouvrit les tiroirs, sans chercher quoi que ce soit en particulier, juste pour regarder. Comme on regarde les affaires d'une personne après son départ, à la recherche de la forme qu'elle avait quand on ne la regardait pas. Dans le placard de la chambre, elle trouva une boîte en cèdre verrouillée, vieille. Le bois était sombre et lisse, poli par des décennies d'utilisation. Elle essaya le loquet. Il était bloqué. Elle trouva une épingle à cheveux dans la coiffeuse d'Eleanor et parvint à ouvrir le cadenas. À l'intérieur se trouvèrent des photos, pas du genre que l'on encadre, mais plutôt du genre que l'on cache. Une jeune femme en robe blanche debout sur les marches d'un manoir. La femme était belle, avec des cheveux foncés, une mâchoire forte et des yeux qui semblaient pouvoir voir à travers les murs. Il fallut un moment à Vivian pour réaliser qu'il s'agissait de sa mère, et Eleanor Harrove, âgée d'environ 20 ans, debout devant une maison qui aurait pu être un musée. Des colonnes, des fontaines, une allée circulaire avec une voiture qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Derrière elle, un homme en costume, sévère, aux cheveux argentés, se tenait la main sur l'épaule d'un homme plus jeune. Son grand-père, son oncle, la famille Eleanor, dont elle s'était éloignée. Sous les photos, une coupure de presse de 1968. Eleanor Harrove, débutante au Richmond Cotillion. Sa mère dans une robe blanche, des gants jusqu'aux coudes, un sourire jusqu'aux oreilles. Elle ressemblait à une princesse. Elle ressemblait à quelqu'un que Vivienne n'avait jamais rencontré. Sa mère était une débutante. La femme qui lui avait appris à faire de la soupe avec des restes de légumes avait autrefois porté des gants blancs au Catillon. La femme qui conduisait une berline vieille de 15 ans s'était autrefois tenue sur les marches d'un manoir. La femme qui découpait des coupons avait été milliardaire. Vienne s'assit sur le sol du placard et serra les photos contre sa poitrine. Elle ne pleura pas. Elle avait dépassé le stade des pleurs. Elle était dans un état au-delà des larmes où le corps est trop épuisé pour s'exprimer et l'esprit trop saturé pour penser. La nuit tomba. L'appartement n'était pas chauffé. Eleanor avait été économe, même dans la mort. Le thermostat était réglé sur 55. Vive l'augmenta, mais la vieille chaudière grogna, toussa et ne produisit qu'un soupir tiède. Elle s'enveloppa dans toutes les couvertures qu'elle put trouver. La couette de sa mère, un plaid en laine provenant du canapé, le plaid afghan qu'Eleanor avait tricoté un hiver avec son club de lecture. Le bébé était agité, se retournait, poussait, donnait des coups de pied avec une urgence palpable. À 2 heures du matin, les contractions commencèrent. Elles étaient rapides, vives, comme un poing qui se serrait dans elle. Allongée sur le lit de sa mère, les genoux repliés, les mains sur le ventre, elle essaya de se souvenir de tout ce qu'elle avait lu sur les contractions de Braxton Hicks, des contractions d'entraînement. Le corps se préparant pour le vrai accouchement. Ce n'était pas dangereux, pas à 7 mois, pas habituellement, mais elle était seule dans un appartement froid, sans personne à appeler et sans personne pour lui tenir la main. Ce qui n'était généralement pas le cas semblait possible, et ce qui semblait possible semblait certain, et ce qui semblait certain semblait être la fin du monde. Elle était complètement seule, sans mari, sans meilleur ami, sans mère, dans un appartement froid, entourée des affaires d'une femme décédée, avec un bébé qui essayait d'arriver 2 mois plus tôt que prévu et sans personne au monde qui savait où elle se trouvait. Elle a appelé le seul numéro qui lui venait à l'esprit. La ligne d'urgence du Dr. Nadia Harmon, sa gynécologue obstétricienne, la femme qui l'avait guidée à travers chaque échographie, chaque prise de sang, chaque question anxieuse sur ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Dr. Harmon, dit la voix à l'autre bout du fil. Claire, calme, professionnelle. C'est Vivienne Calloway. J'ai des contractions. Je ne suis qu'à 7 mois. Je suis seule. D'accord, Vivienne. Écoutez-moi. Vous devez respirer lentement. Inspirez par le nez, expirez par la bouche.
Comptez jusqu'à 4 à chaque respiration. Pouvez-vous faire cela pour moi? Elle le fit. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Les contractions s'atténuèrent. Elles ne disparurent pas, mais devinrent plus douces. Le poing se desserra. Bien, dit Dr. Harmon. Vous vous en sortez très bien. On dirait des contractions de Braxton Hicks. Votre corps s'entraîne. Le bébé va bien. Vous allez bien, mais je voudrais que vous veniez demain matin pour que nous puissions vérifier que tout va bien. Vous pouvez faire ça? Oui, murmura Vivien. Merci. Elle raccrocha, s'allongea sur le lit de sa mère et fixa le plafond. La peinture était écaillée dans un coin, une tache d'eau en forme de main. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. Toutes ces nuits passées dans cette chambre quand elle était enfant, et elle n'avait jamais levé les yeux. Tout le monde part. Tout le monde. Mon père est parti avant que je sache marcher. Ma mère est partie parce que son cœur s'est arrêté. Mon mari est parti parce que son cœur ne m'a jamais appartenu. Ma meilleure amie est partie parce qu'elle voulait ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai? Un bébé qui ne sait pas encore que le monde est plein de gens qui partent. À 3h17 du matin, elle ouvrit son téléphone, tapa « Peut-on survivre à un divorce pendant une grossesse ?» Dans la barre de recherche, effaça. Tapa « Comment être mère célibataire ?» Effaça. Tapa « Je me sens si seul » fixa l'écran. Effaça. Posa le téléphone face contre l'oreiller. Tira la couverture plus près d'elle. Ferma les yeux et attendit le matin. Le matin arriva. Comme toujours, un coup à la porte la réveilla, doux mais insistant. Le genre de coup que l'on frappe quand on frappe depuis un moment et qu'on n'a pas l'intention d'arrêter. Vivien ouvrit la porte et trouva une femme debout sur le paillasson, la cinquantaine, les cheveux courts argentés, les yeux bruns, les mains robustes tenant un sac en papier et un thermos de café. Elle portait une chemise en flanelle et un jean qui avait manifestement servi pour travailler. De la boue sur ses bottes, des callosités sur les paumes. Ruby Bennett, la belle sœur d'Eleanor, la tante de Vivienne, la femme qui avait épousé le frère d'Eleanor avant son départ, qui était restée proche d'Eleanor par la suite, qui venait de Caroline du Nord chaque Thanksgiving pour discuter de pain de maïs et apprendre à Vivienne à pêcher. « Tante Ruby, dit Vivienne, ta mère me hanterait si je te laissais seule dans cet appartement froid, répondit Ruby. Elle poussa Vivienne pour entrer dans l'appartement, posa les courses sur le comptoir, ouvrit le thermos, versa 2 tasses de café et commença à casser des œufs. Elle ne posa pas de questions, n'exigea pas d'explications, ne dit pas « j'ai entendu parler de Grant » ou « Malcolm Price m'a appelé », ni « comment vas-tu ». Elle se contenta de cuisiner, d'allumer le chauffage, d'ouvrir les rideaux et de laisser entrer la lumière. Lorsque l'omelette fut prête, elle la posa devant Vivienne, s'assit en face d'elle, but une gorgée de café et regarda Vivienne avec des yeux qui avaient vu suffisamment du monde pour savoir quand les mots étaient inutiles. « Je suis au courant pour l'argent, dit Ruby. Je suis au courant pour Grant. Et je sais que tu es plus forte que tu ne le penses. Mais pour l'instant, tu n'as pas besoin d'être forte. Pour l'instant, tu dois juste manger cette omelette. » Vivienne mangea l'omelette. C'était le premier vrai repas qu'elle prenait depuis 3 jours. Elle avait le goût du beurre et des oignons en toute sécurité. Ruby raconta l'histoire comme elle racontait tout, sans détour, sans fioriture, sans adoucissement. Elles s'assirent à la table de la cuisine d'Eleanor avec une 2e tasse de café. Et Ruby exposa l'histoire de la famille Harrove comme une femme qui étale des cartes face visible. Toute. Ton grand-père, Franklin Hargrove Eve, est bâti Hargrove Eve Industrial à partir de rien, a dit Ruby. Il a commencé avec un atelier d'usinage à Roanoke. À 50 ans, il possédait des usines dans 6 États. Il était brillant. Il était impitoyable. Et il utilisait l'argent comme certains hommes utilisent leurs poings. Vivienne écoutait. Le bébé était calme, comme s'il écoutait aussi. Ta grand-mère Alice est restée parce que c'était ce que faisaient les femmes à l'époque. Elle souriait lors des réceptions, prenait des somnifères et ne parlait jamais à voix haute dans sa propre maison. Eleanor était l'aînée de 3 enfants. Ton oncle Theodore était le cadet. Ta tante Patricia était la Benjamin. Patricia est morte jeune, dans un accident de voiture. Du moins, c'est ce qu'ont dit les journaux. Ruby fit une pause et but une gorgée de café. Eleanor était différente de tous les autres, intelligente, gentille mais étouffée.
Franklin voulait qu'elle épouse le fils d'un banquier de Richmond, une fusion déguisée en mariage. Eleanor a refusé. Franklin l'a publiquement rejeté lors d'un dîner devant 40 personnes, lui disant qu'elle ne serait rien sans le nom Harrove, et elle est partie. Vivienne a dit qu'elle était partie cette nuit-là, à 22 ans, n'emportant rien d'autre qu'une valise et ses livres de piano, avait changé de nom de famille, trouvé un emploi de professeur de musique dans une école publique à Arlington, rencontré ton père dans un club de jazz et l'avait épousé 6 mois plus tard. Tu te souviens? Ton père est parti quand tu étais bébé. Eleanor t'a élevé seule. Et l'argent? Voici ce qu'il en est de ta mère, dit Ruby en se penchant en avant. Elle était douce, mais elle n'était pas idiote. Elle n'a jamais renoncé à son héritage. Légalement, elle ne pouvait pas être déshéritée. Franklin avait structuré la fiducie de manière irrévocable. L'argent est donc resté là, à fructifier, et Eleanor l'a laissé fructifier. Elle a fait des investissements discrets et judicieux. Theodore les a gérés à contre-cœur, car la fiducie exigeait une supervision familiale, et Eleanor faisait toujours partie de la famille, que cela plaise ou non à Franklin. Elle a créé une fondation. Vivienne a dit qu'elle avait lu cela dans les documents de Malcolm. La fondation Eleanor Callaway, pour l'éducation musicale dans les communautés rurales, dotée d'une dotation de 200 millions de dollars. Elle la finançait anonymement. Personne ne le savait. Les enfants qui apprenaient le piano grâce à ces programmes, les enseignants qui obtenaient des instruments pour leur classe, aucun d'entre eux ne savait que la femme derrière tout cela vivait dans un appartement de 2 chambres et conduisait une berline vieille de 15 ans. Ruby sourit. C'était le genre de sourire qui exprimait à la fois la fierté et la tristesse. Elle était la professeure de piano la plus riche d'Amérique, dit Ruby, et la femme la plus heureuse que j'ai jamais connue. La sonnette retentit. Malcolm Price se tenait sur le paillasson, grand, mince, les tempes grisonnantes. Il portait un costume sombre et tenait une maillette en cuir qui semblait avoir été le témoin de décennies de conversations importantes. Il serra la main de Vivienne avec ses 2 mains et la tint un instant plus longtemps que nécessaire. « Vous lui ressemblez, » dit-il simplement. Ils s'assirent à table, Vivienne, Ruby et Malcolm. Malcolm ouvrit sa mallette. Les documents étaient denses, rédigés en langage juridique, avec des chiffres comportant trop de zéros. Mais Malcolm les lui expliqua avec patience et précision. L'héritage dans son intégralité, écrit à l'encre noire sur du papier blanc, contrôlant les intérêts de Harrove Industrial, d'une valeur d'environ 2,8 milliards de dollars. Des usines, des centres de distribution, des chaînes d'approvisionnement s'étendant sur tout le sud-est, des biens immobiliers dans 6 États d'une valeur d'environ 900 millions de dollars, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des complexes d'appartements, des terrains et une collection d'œuvres d'art d'une valeur de 300 millions de dollars. Des peintures d'artistes dont Vivien reconnaissait les noms pour les avoir vues lors de visites au musée avec sa mère. Et Eleanor n'avait jamais dit qu'elle en était propriétaire. La fondation Eleanor Callaway, dotée d'une dotation de 200 millions de dollars, finance des programmes musicaux dans 300 écoles de 12 États et un fonds spécialement constitué pour les enfants de Vivienne activés à leur naissance, d'un montant total de 4,2 milliards de dollars, laissé par une femme qui raccommodait ses propres vêtements et cultivait des tomates sur une issue de secours. Malcolm a ajouté une dernière chose. Votre oncle Theodore Hargrove aimerait vous rencontrer. Il est séparé d'Eleanor depuis des décennies, mais il a honoré tous les arrangements financiers qu'elle avait conclus. Il a aujourd'hui 68 ans. Il n'a pas d'enfant. Tu es le dernier héritier Harrove. Ma mère m'a donné quelque chose de plus précieux que 4 milliards de dollars, dit Vivienne doucement. Elle m'a donné une vie où j'ai appris qui j'étais sans cela. Malcolm acquiesça. Ruby lui serra la main. Puis Vivienne fit quelque chose qui aurait déconcerté Grant. Quelque chose qu'il n'aurait jamais compris. Elle n'appela pas d'agent immobilier. Elle n'appela pas de compagnie de jet privé. Elle n'appela personne. Elle a appelé l'avocat de Grant. Pas Grant. Son avocat, Douglas Keller, du cabinet de Park Avenue. « Monsieur Keller, dit-elle, j'ai une question. Le contrat prénuptial entre Grant Whitmore et Vivienne Callaway est-il actuellement enregistré auprès du tribunal? » Une longue pause. Le bruit d'un clavier, d'un tiroir qui s'ouvre, de papier qui s'agite, une autre longue pause. « Je vais devoir vous rappeler à ce sujet, dit Douglas Keller. Sa voix avait changé.
La confiance avait disparu. Ce qui restait ressemblait beaucoup à de la peur. Vivienne raccrocha et sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle n'avait pas besoin du contrat de mariage. Elle avait 82 milliards de dollars. Mais elle voulait que Grant ressente la peur, juste un instant. Elle voulait qu'il sache ce que l'on ressent lorsque le sol se dérobe sous vos pieds et que les murs que vous avez construits s'avéraient être en papier. Elle se plaça devant le piano de sa mère et appuya sur une touche. Le do s'entra. La note résonna clairement et purement dans l'appartement. Elle la laissa s'éteindre complètement, puis appuya à nouveau, plus fort cette fois. Le son emplit la pièce comme une voix qui revient après un long silence. 2 semaines avaient tout changé. Vivienne agit discrètement. C'était la clé. Discrétion. Pas d'annonce, pas de confrontation, pas d'appel téléphonique dramatique. À minuit, elle laissa la machine se mettre en marche, laissa les avocats faire leur travail, laissa la vérité se révéler comme elle le fait toujours. Lentement au début, puis d'un seul coup, elle engagea Malcolm Price et son équipe. Elle déposa une contre-plainte dans le cadre du divorce, invoquant l'adultère, la cruauté émotionnelle pendant la grossesse et la nullité du contrat prénuptial. Elle demanda la moitié de la fortune de Grant. Non pas parce qu'elle en avait besoin, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle voulait qu'il comprenne qu'elle n'était personne. Ce fut la phrase la plus chère qu'il ait jamais tapée. Grant reçut la plainte un lundi matin. Il l'appela à 11h15. Sa voix était différente. Elle n'était plus répétée ni calme. Le vernis s'était fissuré, et ce qui se cachait dessous, c'était la panique. « À quoi joues-tu » demanda-t-il. « Tu n'étais rien avant de moi. » Viviane tenait le téléphone contre son oreille. Elle était assise dans la cuisine d'Eleanor. Ruby était devant la cuisinière en train de faire du pain de maïs. L'odeur emplissait l'appartement. Du beurre, de la semoule de maïs et quelque chose qui rappelait la maison. « J'étais tout avant toi, » a répondu Viviane. « Je l'avais juste oublié. » Elle a raccroché. Ruby n'a pas levé les yeux du pain de maïs, mais elle a souri. Owen Merritt a appelé le lendemain. C'était l'associé de Grant, l'homme qui avait cofondé la société de promotion immobilière avec Grant 8 ans auparavant. Owen était le pilier opérationnel, celui qui gérait les projets, les budgets, les relations avec les entrepreneurs et les responsables municipaux. Grant était le visage, le négociateur, le nom sur la porte. « Vivienne » dit Owen. Sa voix était prudente, mesurée. « Je pense que tu devrais savoir. J'ai vu des choses qui m'inquiètent. » Grant cache des actifs, transfère de l'argent vers des comptes offshore, utilise les fonds de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Il a acheté une voiture le mois dernier. Pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Il conclut des accords imprudents pour combler les déficits. Je ne suis pas à l'aise avec la tournure que prennent les choses. Merci, Owen, dit-elle. J'apprécie que tu m'en parles. Ce n'est pas l'homme avec lequel je me suis associé, dit Owen. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait jamais été. Elle transmet de l'information à ses avocats. Une autre pièce, une autre brique dans le mur de vérité qui entourait lentement Grant Whitmore. La confrontation eut lieu un mercredi soir. Le restaurant s'appelait Margot's. Français, chair, nappe blanche, bougies et une carte des vins plus longue que la plupart des romans. C'était leur restaurant, à elle et à Grant, celui où ils fêtaient leur anniversaire, celui où ils célébraient leur succès, la table près de la fenêtre où il lui avait un jour tenu la main et dit qu'elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Grant l'avait choisi délibérément. Son territoire, un coup de force. Il avait amené Delaney avec lui. Un autre coup de force. Delaney portait une nouvelle bague de fiançailles, un gros diamant taille-coussin à la main gauche. Elle l'exhibait comme un soldat exhibe une médaille. La preuve de sa victoire. Mais Vivienne était différente. Elle y était reposée. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dormi toute la nuit. La cuisine de Ruby, les paroles rassurantes du Dr. Harmon, l'appartement de sa mère, tout cela avait fait ce qu'aucune somme d'argent n'aurait pu faire. Cela lui avait rappelé qui elle était. Elle portait une simple robe noire, les boucles d'oreilles en perles de sa mère, aucun bijou de Grant, aucune marque de créateur, aucune armure, juste elle-même. Elle commanda de l'eau gazeuse, s'assit en face d'eux et attendit. Grant prit la parole en premier, comme toujours. « Finissons-en rapidement, dit-il. Signez les papiers, prenez l'appartement, prenez les 12 000 $ par mois, soyez raisonnable. J'ai une contre-proposition, dit Vivien. Sa voix était claire, ferme.
Une voix qu'elle ne reconnaissait pas comme la sienne, une voix que sa mère aurait reconnue. Tu me donnes ce qui m'est dû selon la loi, puisqu'il n'y a pas de contrat de mariage valide, et je ne ferai pas valoir la clause d'adultère. Le visage de Grant devint blanc. Pas rose, pas rouge. Blanc. La couleur d'un homme qui vient de découvrir que la carte sur laquelle il comptait n'était pas dans le jeu. De quoi parles-tu? Il a dit que le contrat de mariage n'avait jamais été enregistré. Votre avocat l'a confirmé la semaine dernière. Elle bluffe, dit rapidement Delaney, trop rapidement. Vivien regarda Delaney droit dans les yeux. Pour la première fois depuis l'appartement terrasse, elle regarda la femme qui avait été sa meilleure amie et la vit clairement, sans colère, sans haine, avec quelque chose de pire, avec rien du tout. Ce n'est pas le cas, dit Vivien, et je ne l'ai jamais fait. Grant perdit son sang-froid. Sa main frappa la table. Les verres à vin tremblèrent. Le restaurant se tut. Les têtes se tournèrent. Un serveur s'approcha nerveusement. Grant lui grogna dessus. Il grogna vraiment, comme un chien à qui on aurait pris son os. Delaney lui attrapa le bras, essayant de le retenir. Son visage était tendu, effrayé. Pas par Vivien, mais par Grant, par la version de Grant dont elle allait hériter. Celui qui contrôlait tout, celui qui était en colère, celui qui frappait les tables et grognait après les serveurs et traitait sa femme enceinte de personne. Delaney avait un aperçu de son avenir, et ce n'était pas celui qu'elle avait souhaité. Le serveur apporta l'addition. Vivien la signa. Sa main ne tremblait pas même un peu. Elle se leva, leur fit un signe de tête à tous les deux et quitta Margot pour la dernière fois. Les retombées furent immédiates. Grant engagea un nouvel avocat. Agressif, cher, le genre d'avocat qui dépose des requêtes à la vitesse d'une mitraillette, rapide, bruyant et visant à causer un maximum de dégâts. Celeste Whitmore appela Vivian ce soir-là. L'appel dura 45 secondes. « Vous ne détruirez pas la réputation de mon fils, » dit Celeste. Sa voix était tranchante, chaque mot était poli et pointu. « Nous allons vous enterrer, Madame Whitmore. » Viva répondit. « Votre fils s'est enterré tout seul. Je ne fais que planter des fleurs sur sa tombe. » Elle raccrocha. Céleste rappela. Vivienne ne répondit pas. La semaine suivante, elle rencontra Theodore Hargrove, son oncle, l'homme qui était resté quand Eleanor était partie. L'homme qui était devenu ce que l'argent avait fait de lui, selon Ruby. Le patriarche de la famille, sa mère, s'était enfuie. Il vivait dans une maison à l'extérieur de Richmond qui aurait pu être un petit musée. Des colonnes, une allée circulaire, la même maison que sur la photo dans la boîte en cèdre d'Eleanor. Mais l'homme qui l'accueillit à la porte n'était pas le personnage sévère de la photo. Il avait 78 ans, il était frêle, maigre comme le deviennent les vieillards qui mangent seuls depuis trop longtemps. Ses yeux étaient vifs, bleus et clairs, et remplis d'une émotion que Vivian reconnut. Du regret. Il regarda son visage et se mit à pleurer. « Tu lui ressembles trait pour trait, dit-il. Mon Dieu, tu es le portrait craché d'Eleanor. » Il l'invita à entrer et lui montra la maison où Eleanor avait grandi, la salle de piano où elle s'était exercée pendant des heures lorsqu'elle était petite, le jardin où leur mère Alice avait cultivé des roses jusqu'à sa mort. Il raconta des anecdotes sur Eleanor enfant, têtue, intrépide, la fille qui se disputait avec leur père à table alors que personne d'autre n'osait parler. « J'aurais dû partir avec elle, » dit Théodore lorsqu'elle partit. « J'aurais dû la suivre hors de cette maison, mais j'avais peur. J'étais faible, et le temps que je trouve le courage de le faire, trop d'années s'étaient écoulées. » Il offrit à Vivien un accès complet aux ressources de Hargrove, à son équipe juridique, à ses conseillers financiers, au réseau qu'il avait mis 50 ans à construire. Vivien accepta, mais à ses conditions. « Pas de publicité, dit-elle. Pas de jeu de pouvoir. Je veux protéger mon enfant et construire quelque chose qui ait du sens. C'est tout. » Théodore acquiesça lentement, le visage marqué par une sorte de paix. « Tu ressembles plus à ta mère que tu ne le penses, dit-il. » Ce soir-là, Vivienne et Ruby préparaient les crevettes et le gruau d'Eleanor dans la cuisine d'Eleanor. Elles ne parleront pas d'argent. Elles ne parleront pas de Grant, ni de Delaney, ni d'avocats, ni de contrats prénuptiaux. Elles parlèrent d'Eleanor. Ruby raconta des histoires que Vivienne n'avait jamais entendues. Eleanor s'échappant du manoir Hargrove à 16 ans pour jouer du piano dans un club de blues du centre-ville de Richmond. Eleanor tenant tête à Franklin à la table de Thanksgiving quand elle avait 17 ans,
lui disant que l'argent sans gentillesse n'était que du papier avec des visages de mort dessus. Eleanor choisissant l'amour plutôt que l'héritage, choisissant la lutte plutôt que la cruauté, choisissant un appartement de 2 chambres, une berline de 15 ans et une fille qu'elle pouvait élever sans poison. La cuisine était remplie de vapeur, de rire et de l'odeur du beurre et de l'assaisonnement Old Bay. Et pendant un petit moment, Eleanor était là, dans la recette, dans les histoires, dans la chaleur. Le monde de Grant ne s'est pas effondré à cause de Vivian. C'était ce qui était beau. Il s'est effondré à cause de Grant. Owen Merritt s'est retiré discrètement de leur partenariat, a rempli des papiers un jeudi, invoquant des divergences irréconciliables en matière d'éthique commerciale. La presse n'en a pas parlé. Les investisseurs, oui. Sans l'expertise opérationnelle d'Owen, les affaires de Grant ont commencé à se dégrader. Un projet de construction d'appartements de luxe à Brooklyn a dépassé le budget de 40 millions de dollars. Un projet hôtelier à Miami a été interrompu lorsque l'entrepreneur a découvert que les paiements avaient été retardés. 2 investisseurs importants, issus de familles fortunées qui accordaient plus d'importance à la réputation qu'au rendement, ont retiré leurs capitaux après avoir appris le divorce et l'adultère. Le cercle social de Celeste Whitmore a commencé à murmurer. Dans leur monde, le divorce était courant. L'infidélité était attendue. Mais le faire à une femme enceinte 3 semaines après les funérailles de sa mère, c'était une ligne que même l'élite de Manhattan ne franchissait pas. Du moins, pas publiquement. Les invitations à des galas et à des soirées de bienfaisance ont commencé à arriver avec uniquement le nom de Céleste. Grant a été discrètement écarté. Delaney, quant à elle, faisait ses propres découvertes. Elle avait emménagé dans l'appartement terrasse, celui que Vivienne avait nettoyé, décoré et rempli de fleurs. Delaney dormait dans le lit que Vivienne avait fait chaque matin, utilisait la cuisine que Vivienne avait approvisionnée, portait le peignoir que Vivienne avait laissé derrière elle. Mais l'appartement terrasse ne lui semblait pas comme elle l'avait imaginé. La vue sur Central Park était magnifique, mais l'appartement était froid. Pas froid en termes de température, mais autre chose. Le silence était étrange. Les espaces entre les mots étaient trop grands. Grant rentrait tard à la maison, vérifiait son téléphone pendant le dîner et parlait à Delaney comme il avait parlé à Viviane, avec la chaleur acquise d'un homme qui connaissait les mots mais pas la musique. Il surveillait son téléphone. Elle l'a découvert lorsqu'il lui a demandé avec désinvolture à qui elle avait envoyé des SMS pendant le déjeuner. Non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce qu'il avait besoin de savoir, besoin de contrôler, besoin de posséder chaque conversation comme il possédait chaque immeuble. Il critiquait ses vêtements. D'abord subtilement. Cette robe est un peu trop voyante, tu ne trouves pas? Puis de manière moins subtile. Tu dois avoir l'air approprié de l'aîné. Nous avons une réputation à maintenir. Il était froid après les disputes, silencieux pendant des jours, retirant son affection comme un banquier qui gèle un compte, la punissant par son absence. La même technique que Vivienne avait endurée pendant 23 mois. La technique qui fonctionne parce qu'elle vous fait douter de vous-même, vous faites vous demander ce que vous avez fait de mal, vous rendre plus petite petit à petit jusqu'à ce que vous rentriez dans la case qu'il a construite pour vous. Delaney a appelé Vivienne un mardi soir à 23h30 en pleurs. « Il n'est pas celui que je croyais », a déclaré Delaney. Vivienne était assise dans la cuisine de sa mère. Le bébé était calme, l'appartement était chaud, Ruby avait réparé la chaudière. Une tasse de thé était posée sur le comptoir, encore fumante. Dehors, la nuit de Virginie était noire et pleine de grillons. Elle écoutait, sans se réjouir, sans réconforter. Elle écoutait simplement. Comme on écoute les prévisions météo d'une tempête à laquelle on a déjà survécu. « Je sais », dit finalement Vivien. « Je l'ai épousée. » Elle raccrocha. Elle finit son thé, alla se coucher et dormit toute la nuit. Le règlement du divorce arriva 3 semaines plus tard. L'équipe juridique de Vivien présenta le dossier de manière méthodique. Le contrat prénuptial invalide, l'adultère, la cruauté émotionnelle pendant la grossesse, les irrégularités financières qu'Owen avait documentées, les comptes cachés, les revenus non déclarés, les fonds de l'entreprise détournés à des fins personnelles. Le juge écouta. Le juge se montra compatissant. Les révélations financières mirent en évidence des pratiques que le tribunal prit très au sérieux. Les avocats de Grant contestèrent, s'opposèrent, déposèrent des requêtes,
mais les preuves étaient claires et la loi sans ambiguïté. En l'absence d'un contrat de mariage valide, Viven avait droit à un partage équitable, soit la moitié des 800 millions de dollars. Mais Viven fit quelque chose que personne n'avait prévu. Ni Grant, ni ses avocats, ni même Malcolm. Au début, elle n'a pas pris de la moitié. Elle a pris ce qui était juste pour le bébé, une pension alimentaire généreuse, un fonds de fiduciaire pour les études universitaires, une couverture santé et une clause stipulant que Grant n'aurait aucun droit de garde à moins d'avoir suivi une thérapie de 6 mois et démontré un engagement constant. C'était tout. Elle n'a pas pris l'appartement terrasse, elle n'a pas pris la voiture, elle n'a pas pris les comptes offshore, ni les œuvres d'art, ni les maisons de vacances. Son avocat était perplexe. « Vous laissez des centaines de millions sur la table », lui a-t-il dit. Malcolm comprenait. « Elle ne le punit pas en le réduisant à la pauvreté », a déclaré Malcolm. « Elle le punit en le rendant insignifiant. Je n'ai pas besoin de son argent pour prouver que j'ai de l'importance. » Viven a déclaré. « J'ai de l'importance grâce à qui je suis. Ma mère s'en est assurée. » La nouvelle a été révélée 2 semaines plus tard. Non pas parce que Viven a convoqué une conférence de presse, ni parce qu'elle l'a divulguée aux médias. Elle a été révélée parce que les actes parlent plus fort que le secret. Et les actions entreprises par Vivienne étaient trop importantes pour rester cachées. La Fondation Eleanor Callaway a annoncé une expansion majeure. 50 nouveaux programmes musicaux dans des écoles défavorisées du sud des États-Unis. Une école de musique ultramoderne dans le quartier d'Eleanor en Virginie. Une clinique de soins prénataux financée par un donateur privé. Vivienne Callaway, une journaliste locale, a fait le lien. Un article a été publié dans le Richmond Times-Dispatch. La fille du professeur de piano révélée comme étant Harrove Industrial Heiress. Puis les médias nationaux ont repris l'information. L'histoire avait tout pour plaire. Un milliardaire secret, une humble professeure de piano, une femme enceinte trahie, une fortune cachée pendant des décennies. C'était le genre d'histoire que l'Amérique adore. Le perdant qui n'était en réalité pas si perdant que ça. Grant a vu les informations. Il était seul dans son bureau. Owen était parti, les investisseurs étaient partis. Celeste ne répondait plus à ses appels. Assis à son bureau, il regardait le visage de Vivienne à l'écran et son propre visage devint gris. La couleur d'un homme qui venait de réaliser que la femme qu'il considérait comme une inconnue valait 5 fois plus que tout ce qu'il avait construit. Il appela Vivienne. Elle ne répondit pas. Il appela Malcolm Price. L'assistant de Malcolm répondit. « Mademoiselle Callaway n'est pas disponible. » L'assistant a ajouté de façon permanente. Delaney a également vu les informations. Elle était assise dans la suite penthouse, vêtue du peignoir de Vivienne, buvant dans la tasse de Vivienne. Elle regardait l'écran et sentait quelque chose se nouer dans son estomac comme une pierre. Elle avait quitté la femme d'un milliardaire pour devenir le trophée d'un homme autoritaire. La bague de fiançailles à son doigt, le diamant taille-coussin que Grant lui avait offert avec tant de cérémonie, lui semblait soudain très lourde. Le présentateur du journal télévisé prononçait mal le nom Harrove, le prononçant avec un G dur au lieu d'un G doux. Vivienne ne corrigeait personne. Elle était trop occupée à assembler un berceau, un nouveau dans une nouvelle chambre, dans une nouvelle vie. Le bébé est né un dimanche matin d'octobre. Vivienne s'est réveillée à 4h15 avec une pression qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'étaient pas les contractions de Braxton Hicks qu'elle avait connues dans l'appartement froid de sa mère. C'était différent, plus profond, plus certain. Le genre de pression qui s'annonce avec autorité et ne s'excuse pas pour son timing. Elle a appelé le Dr. Harmon, puis elle a appelé Ruby. Ensuite, elle s'est habillée dans le noir et préparé la valise pour l'hôpital qu'elle avait prête depuis 3 semaines et s'est rendue à l'hôpital en voiture, car elle était Vivienne Callaway. Et Vivienne Callaway n'attendait personne pour la conduire. Ruby est arrivée 20 minutes plus tard. À bout de souffle, les cheveux argentés en bataille, elle portait toujours le haut de son pyjama sous sa veste. « J'ai dépassé 3 fois la limite de vitesse », a-t-elle dit. « Ta mère en aurait dépassé 4. Le travail a duré 11 heures. Vivienne n'a pas crié. Elle a respiré, compté, serré la main de Ruby si fort que les jointures de Ruby sont devenues blanches. Le Dr. Harmon était stable, calme et sûr d'elle, comme toujours, guidant Vivienne à chaque contraction comme un pilote guidant un avion dans une zone de turbulence. À 15h22, le bébé est arrivé. 3,7 kg, une fille.
Elle est sortie en hurlant, pas en pleurant, en hurlant. Le genre de cri rageur et puissant qui annonce au monde entier « Je suis là, j'existe, faites-moi de la place ». Ils la posèrent sur la poitrine de Vivien, chaude, humide, incroyablement petite et incroyablement bruyante. Vivien regarda son visage rouge, ridé, les yeux fermés, la bouche grande ouverte et sentit quelque chose changer en elle. Pas un changement physique, quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Comme si chaque os de son corps venait de se réorganiser autour de cette petite personne. « Bonjour », murmura-t-elle. « Bonjour, Eleanor Ruby Calloway. » Pas Whitmore Calloway. Le nom de sa mère. Le nom de Ruby. Un nom qui avait un sens. Ruby se tenait à côté du lit, les larmes coulant sur son visage. Elle riait et pleurait en disant « Oh, Eleanor, oh, ma belle petite chose, ta grand-mère aurait été dans un état pitoyable à cet instant, complètement bouleversée. » Theodore Herove attendait dans le couloir. Il avait fait 3 heures de route depuis Richmond avec un bouquet de pivoine rose, les fleurs préférées d'Eleanor. Il les tenait dans ses mains fines et tremblantes et attendait patiemment, comme les hommes âgés attendent lorsqu'ils comprennent que certains moments ne les concernent pas. Lorsque Vivian l'invita à entrer, il regarda longuement le bébé. Ses yeux bleus, si vifs et clairs une heure auparavant, s'adoucirent et s'humidifièrent. « Elle a les mains d'Eleanor, dit-il, Sir. » Et c'était vrai. De longs doigts, des mains fortes, celles d'une pianiste. Grant fut informé. Un SMS de l'avocat de Vivian. Standard. Professionnel. Les informations auxquelles un père a droit. Sa réponse est arrivée 30 minutes plus tard. Un seul mot. Félicitations. Vivian l'a lu, a posé son téléphone, a pris sa fille dans ses bras et n'a pas répondu. Owen Merritt a envoyé une carte manuscrite. Elle est arrivée à l'hôpital le lendemain. Elle a de la chance de t'avoir comme mère. Bienvenue dans le monde, Eleanor Ruby. Vivien l'a accrochée au mur de la chambre d'enfant. Elle y est restée pendant des années. 6 mois passèrent, comme passent les mois quand on a un nouveau-né. Trop vite et trop lentement à la fois. Chaque jour, un brouillard d'allaitement, de changement de couche et de réveil nocturne. Chaque jour, un miracle de petits bruits, de petits doigts et du poids d'une petite tête contre votre épaule. Vivienne emménagea dans une maison en grès brun en Virginie. Pas un manoir, pas un penthouse, une maison en grès brun, 3 chambres, un jardin à l'arrière et une véranda où elle pouvait s'asseoir le soir et regarder les lucioles. Le piano d'Eleanor était placé près de la fenêtre de devant, un piano droit Baldwin au son magnifique. Vivienne l'avait fait accorder et l'avait placé là où la lumière de l'après-midi pouvait l'atteindre. Le tapis d'éveil de la petite Eleanor était étendu sur le sol à côté. Une couverture, quelques jouets, une cuillère en bois que le bébé préférait à tous les autres. Elle travaillait à l'expansion de la fondation depuis la table de la cuisine. Des emails, des appels téléphoniques et des demandes de subventions s'étalaient sur la surface, entourées de biberons, de bavoirs et d'un sandwich à moitié mangé. Elle finançait l'école de musique, avait ouvert la clinique prénatale, mis en place un programme de bourse pour les mères célibataires poursuivant des études supérieures, et l'avait baptisé du nom d'Eleanor. Bien sûr, tout portait le nom d'Eleanor. Elle croisa Delaney dans un café un mardi après-midi d'avril. Elle ne l'a presque pas reconnu. Delaney avait perdu du poids, le mauvais genre de poids, le genre que l'on perd quand le stress nous ronge de l'intérieur. Elle avait des cernes sous les yeux. Son sourire avait quelque chose de fragile qu'il n'avait pas auparavant. Elle ne portait pas sa bague de fiançailles. « Vivien », dit Delaney, la voix brisée sur la 2e syllabe. Delaney. Un long silence chargé de tout ce qui s'était passé et de tout ce qui n'avait pas été dit. Le café bourdonnait autour d'elle. Le sifflement de la machine à expresso, le murmure des conversations, le grattement des chaises sur le carrelage. Delaney ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Ses yeux étaient humides. « Je suis », commença-t-elle. Vivian leva doucement la main, sans colère, sans froideur, avec quelque chose qui dépassait les deux. « Je n'ai pas besoin d'excuses, dit-elle. J'ai besoin que tu en tires une leçon. » Elle prit son café, sortit, laissant Delaney debout, tenant un latte qu'elle ne boirait jamais dans un café où personne ne savait que 2 femmes venaient de clore un chapitre qui avait duré 14 mois et 40 ans d'amitié. La société de Grant faisait l'objet d'une enquête à la fin de ce mois-là.
La commission des opérations de bourse avait reçu une plainte, non pas de Vivien ni d'Owen, mais de l'un des investisseurs qui avait retiré son argent et voulait savoir où il était passé. L'enquête a révélé l'existence de comptes offshore, les fonds détournés, les revenus non déclarés, les transactions imprudentes réalisées avec l'argent d'autres personnes. Céleste, c'est ça de parler publiquement de Grant, c'est ça d'assister à ces événements, c'est ça de le défendre lors de dîners. Elle se retira dans sa maison de ville de l'Upper East Side et passa ses journées au Met, ses soirées à l'opéra et ses matinées à faire comme si elle n'avait pas de fils. Grant était seul dans l'appartement terrasse, l'appartement que Vivien avait décoré, l'appartement où Delaney avait porté son peignoir et bu dans sa tasse. Delaney était partie maintenant. Elle était partie après que Grant lui ait crié dessus à propos d'un relevé de carte de crédit. Elle était partie comme les femmes quittent les hommes dominateurs au milieu de la nuit, avec une valise et le sentiment d'avoir déjà vécu cela auparavant. Il s'assit au comptoir de la cuisine, le même comptoir où il avait posé les papiers du divorce, le même comptoir où le plat à gratin s'était brisé. Le marbre avait été remplacé. On ne voyait plus les fissures, mais Grant pouvait les sentir. La porte de la prison avait toujours été ouverte. Elle avait été sa propre gardienne. Vivien le comprenait maintenant, assise à son piano dans sa maison en briques rouges en Virginie, avec sa fille qui gazouillait sur le sol à côté d'elle. Elle comprenait que la cage n'était pas Grant Litton. La cage était de la conviction qu'elle avait besoin de lui, qu'elle était insignifiante sans lui, que son monde était le seul monde que sa mère avait connu, avait toujours connu, l'avait élevé sans rien pour qu'elle sache ce qu'elle valait sans tout. Lui avait laissé des milliards pour qu'elle sache ce qu'elle pouvait faire avec tout. 2 cadeaux, tous deux inestimables. C'était un mardi soir en octobre, presque exactement 2 ans après que Grant lui ait fait sa demande dans son bureau entre 2 réunions. La lumière qui traversait la fenêtre était ambrée et chaude. La petite Eleanor était dans sa chaise haute, tapant avec une cuillère en bois sur le plateau, avec la concentration ravie de quelqu'un qui vient de découvrir le rythme. Vivien préparait des crevettes et du gruau, la recette d'Eleanor, la dernière recette que sa mère lui avait enseignée. La poêle en fonte, la seule chose qu'elle avait emportée de l'appartement terrasse, était posée sur la cuisinière. Lourde, noire et parfaite. Les crevettes grésillaient, le gruau bouillonnait. La cuisine sentait le beurre, les Old Bay et la lavande provenant de la bougie posée sur le rebord de la fenêtre. La sonnette retentit. Malcolm Price se tenait sous le poche, une maillette à la main, le sourire aux lèvres. Il tenait un dossier rempli de documents. Le transfert final du Harrow Trust, la dernière signature nécessaire pour finaliser la transition. « Quelle vue magnifique !» dit-il en regardant les lucioles scintiller dans le jardin. « Ma mère aurait adoré cet endroit », répondit Vivien. Il signa les papiers sur le comptoir de la cuisine, entre la salière et un gobelet à bec. 4,2 milliards de dollars transférés, avec une brochette qui coûtait 2 dollars et une signature qui prit 3 secondes. L'acte le plus ordinaire dans le moment le plus extraordinaire de sa vie. Malcolm est parti. Vivien a lavé le code PIN, l'a remis dans le tiroir, a éteint la cuisinière, a dressé les assiettes de crevettes et de gruau, en a posé une sur la table et un petit bol de purée de patates douces devant le bébé Eleanor, qui a immédiatement plongé ses mains dedans en riant. Vivien a mangé lentement, savourant chaque bouchée. Les crevettes étaient parfaitement assaisonnées. Le gruau était onctueux. La poêle en fonte avait fait ce que font les poêles en fonte. Elle avait gardé en mémoire tous les repas qui y avaient été cuisinés et avait ajouté ses souvenirs à celui-ci. Après le dîner, elle a fait la vaisselle, s'est séché les mains sur une serviette sans initiale, a pris sa fille dans ses bras, l'a serrée contre son épaule, a senti son poids et sa chaleur, et humé l'odeur du shampoing pour bébé, de la patate douce et du coton propre de sa grenouillère. Elle s'est dirigée vers le piano, s'est assise sur le banc et a installé Eleanor sur ses genoux. Le bébé a tendu ses longs doigts, les doigts de sa grand-mère, vers les touches. Vivien appuya sur le dos médian. La note résonna dans la maison en grès brun, claire, pure, la même note. Elle avait toujours été la même et le serait toujours. Le do médian ne change pas. Il ne ment pas, il ne s'en va pas. Il sonne juste à chaque fois, peu importe qui le joue. La petite Eleanor cessa de s'agiter et écouta. Ses yeux s'écarquillèrent. Vivien commença à jouer. Nocturne de Chopin en mi bémol majeur.
Opus 9, numéro 2. Le morceau de sa mère, celui qui était ouvert sur le pupitre le jour où Eleanor était morte. Le morceau qui flottait chaque soir après le dîner dans l'appartement de 2 chambres en Virginie, remplissant les pièces d'une chose que l'argent pouvait acheter, mais jamais créer. Elle jouait les yeux fermés, comme sa mère le lui avait appris. Sans des touches, Vivien. Ne les regarde pas. Fais confiance à tes mains. Elle fit de confiance à ses mains. Elle se fit de confiance. Finalement, la musique emplie de la maison en grès brun flotta à travers les fenêtres ouvertes dans le jardin où les lucioles clignotaient, dériva dans la rue où les voisins étaient assis sous leur porche dans la douceur d'octobre. Elle voyagea vers l'extérieur, dans un monde vaste, compliqué et souvent cruel, mais qui contenait aussi dans son immensité le son d'un piano joué avec amour. Le plat à gratin avait disparu depuis longtemps, brisé, balayé, jeté. Mais la recette avait survécu. Les recettes survivent toujours. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe afin de vous offrir des leçons de vie significatives et des récits authentiques. Chaque personnage, chaque scène et chaque moment émouvant ont été conçus dans le but de vous divertir, de vous inspirer et de vous rappeler que votre histoire compte. Merci de faire partie de cette aventure.